Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. De nos jours, la sexualité est-elle Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat. Tous les jours à partir à Dognon. Dans un premier temps, quand on parle de sexualité FM 96.3 FM. Audi Actu. La 96.3 FM, Audi Actu, madame, monsieur, vous y êtes, nous y sommes. Sur Victoire FM, bien évidemment, Théophile dans l'été qui vient de passer. Merci donc à lui et toute son équipe. Madame, monsieur, ce matin, comme annoncé, notre invité, il nous vient bien sûr du Front des architectes de la République phare. Il s'agit du secrétaire général donc de ce front, le pasteur Johannes Bavon. Pasteur Johannes Bavon, encore une fois, d'abord. Bonjour. Bonjour Joachim, oui, bonjour à toutes et à tous. Puisque c'est la première fois maintenant que nous nous retrouvons au cours de cette année, c'est vrai, on ne peut plus maintenant se présenter les vœux, mais quand même cette année s'annonce très bonne pour les Togolais. Oui, nous pouvons avoir l'espoir et on peut aussi espérer que Dieu fera de grandes choses pour nous. Dieu fera de grandes choses. L'espoir fait vivre, on dit. L'espoir fait vivre. En tout cas, on peut tout perdre, mais dès lors qu'on perd le courage ou l'espoir, alors là, on ne vit plus exactement. Nous allons vous faire tout à l'heure écouter quelque chose avant de revenir ici au Togo, c'est-à-dire nous allons parler un peu de l'étranger. Alors, pasteur Johannes Bavon, la conférence ou le 32e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, les 55 pays se sont encore retrouvés dimanche et hier, et ils ont planché encore sur l'avenir de tout un continent, mais ils s'attendent toujours au financement de l'Union européenne. Comment se fait-il que 55 États puissent tendre la main à 42 pour les financer? Je pense que dans cette conférence, le problème du financement de l'Union africaine a été évoqué. D'ailleurs, et je pense que bien avant cette conférence, le président Nana Akufo-Addo du Ghana l'avait soulevé à Accra lors du sommet de l'éducation. Donc c'est un problème qui préoccupe toute l'Afrique. Alors il faut reconnaître que d'une part, dans les relations internationales, l'Afrique citait à cause des deux blocs qui s'opposent, le bloc occidental et le bloc, je dirais, asiatique. Bon, je ne veux pas faire une longue histoire. Donc, voilà, à cause des deux blocs qui sont toujours là aujourd'hui sur le plan politique et économique. Donc, l'Afrique, c'était depuis longtemps, depuis l'indépendance, l'Afrique, c'était mis dans une position de pays non alignés, c'est-à-dire des pays neutres. Donc, et l'Afrique estime que ceux qui pillent l'Afrique doivent aider l'Afrique pour se développer. On avait commencé à partir de cette idéologie-là, et c'est ça qui a fait que les Africains ont estimé pendant longtemps qu'il fallait que les Européens les aident à cause des pillages et à cause de leur système économique à l'égard de l'Afrique. C'est eux qui avaient colonisé l'Afrique pendant des années. Tout à fait, vous avez raison. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que si vous voulez vraiment l'indépendance réelle se trouve dans la liberté économique, c'est-à-dire la capacité pour quelqu'un de gérer, de produire, je dirais, de produire sa capacité économique et de déterminer son revenu, de déterminer sa propre croissance et de financer ses propres projets. Même s'il y aura des aides, l'aide doit être très minime par rapport à ce que vous produisez vous-même. Donc aujourd'hui, il est question de retrouver cette souveraineté que nous avons tant proclamée, mais qui en fait est souvent biaisée par les réalités géopolitiques. Donc aujourd'hui, il est question que l'Afrique revienne à son propre financement, et c'est cela qui a été discuté dans ce sommet de long en large. Bon, reste à savoir maintenant comment l'Afrique va se financer. En tout cas, c'est ce qui constitue en quelque sorte le credo de Al-Sisi, qui prend ainsi les rênes, ou disons la présidence tournante
de l'Union. Joachim, n'oublions pas que même l'Égypte de Al-Sisi est aidée largement par les États-Unis. Ah, bien sûr. Et c'est ça qui avait fait tomber Moubarak entre-temps. Donc, dès que les aides sont coupées, là, il est un peu scandaleux, hein, foncièrement scandaleux, lorsque nous savons que l'Afrique, à 80%, est financée par des bailleurs extérieurs, par des pays occidentaux. Et vous voyez, ça fait que vous n'avez plus le pouvoir de décision. Vous n'avez plus la souveraineté dont on parle. Donc, ça fait de l'Afrique un pays en danger ou bien une terre en danger pour l'avenir. Mais devant tout ce phénomène, il y a quand même... l'Afrique est assise sur des mines d'or, on dirait des richesses inestimables. Pourtant, elle est toujours appauvrie et elle est toujours pauvre et tend la main vers l'extérieur. Il suffit pas, vous avez raison, il suffit pas seulement d'avoir de profondes mines inépuisables ou épuisables à long terme, comme nous le voyons dans plusieurs pays qui ont ce genre de ressources. Il est question d'avoir la technicité, de les transformer en produits finis. C'est cette technologie que l'Occident, même la Chine aujourd'hui qui veut faire l'amitié avec l'Afrique, ils ne veulent pas transférer cela à l'Afrique. Et malheureusement, si nous devons nous en sortir, il faudrait qu'on passe par l'éducation. Il faudrait qu'on développe l'éducation. Comme la Chine même l'avait fait en profitant de la technologie de la Russie et des Occidentaux après. Mais nous, on s'intéresse plutôt non pas au développement de la technologie, mais à l'emprunt de technologie. Donc nous payons les têtes bien remplies qui viennent nous faire des routes, qui viennent nous faire des choses, mais comment ils savent le faire, nous n'achetons pas ça chez eux. C'est ça qui est le problème. Donc il va falloir que l'Afrique se développe dans le sens de la technologie. Il faudra le transfert du savoir-faire. Du savoir-faire. Voilà, et là, mais c'est quand même coûteux. Oui, c'est coûteux, mais à long terme, ça paie beaucoup. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, quand on parle de la Chine, quel que soit le régime qu'ils ont, la Chine a su rapidement comprendre la situation, que s'il n'y a pas de technologie, peu importe leur nombre, la main-d'œuvre moins chère, avec les autres facteurs de croissance économique qu'ils pourraient avoir, s'il n'y a pas le transfert de technologie, ils seraient capables de peu de choses. C'est pourquoi la Chine a vite choisi son partenaire, ou je dirais son allié, qui était la Russie de Staline à l'époque, avec Mao Tse-tung. Donc Mao Tse-tung a littéralement demandé à Staline le transfert de la technologie. Il dit, mais si nous sommes des communistes, un communiste partage ce qu'il a. Donc vous devez nous partager avec nous. Très exigeant. Ouais. Et ça a marché pour eux. Oui, et nous attendons de voir comment les Africains vont s'y prendre pour il va falloir que ce partage de connaissances puisse parvenir réellement aux Africains. Oui, mais nous avons assisté la semaine dernière à la démission donc du président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Guillaume Kibafoué Soro, qui était tout à l'aise en rendant le tablier. Finalement, une première disons, sur le continent, on dirait. Bon, en effet, lorsqu'on a posé la question concernant la démission de Soro au président Ouattara, il a donné des réponses peu convaincantes. La réalité, c'est que le clash entre les deux aujourd'hui est du fait que Soro est en train d'avoir l'ambition, et il avait d'ailleurs dit, avant de venir faire le discours de démission, Soro a dit qu'il rend aujourd'hui le tabouret pour chercher le fauteuil. Voilà. Là où il sera plus confortable. Donc, il faut comprendre très simplement que c'est les ambitions politiques qui jouent dedans, et surtout que Soro s'attendait à ce que Ado ne se représente plus en 2020 et pour qu'il soit plus positionné. Là, quand il voit l'intention d'Ado qu'avec la réforme constitutionnelle, il pourrait encore se représenter, alors là, il s'est passé un malentendu entre les deux. Mais il s'est passé un malentendu entre les deux, mais est-ce que Soro pourrait avoir aujourd'hui les coups de franche et briguer vraiment à la magistrature suprême de ce pays? C'est bien possible. Alassane est encore vivant, là. Mais vous savez, Joachim, rien n'est impossible. Il suffit seulement d'avoir la bonne stratégie. Soro a quand même un certain niveau de soutien
en Côte d'Ivoire, Soro est respecté, non seulement en Côte d'Ivoire, mais il avait fait un grand tour en Europe aussi. Et il a essayé d'arriver à convaincre des bailleurs et aussi des partenaires de la Côte d'Ivoire pour leur montrer qu'il en est capable. Vous vous rappelez de son voyage entre-temps sur la Belgique où il est parti faire un discours à l'Assemblée. Donc, il faut savoir que c'est un monsieur qui a fait un travail de terrain. Maintenant, il va falloir qu'il soit capable d'arriver à gagner les cœurs des partisans et militants de Gbagbo. Ce qui sera un peu difficile. sera difficile. C'est pas impossible. Ce sera difficile, mais c'est pas impossible. Vous pensez que c'est pas impossible? C'est pas impossible. Le FPI? Non, vous savez, dans la vie, il faut avoir toujours une démarche scientifique. Donc, en science, rien n'est impossible. Il faut toujours... C'est vrai, mais le binôme Soro-Ouattara qui ont réussi à chasser Gbagbo et puis qui l'ont mis, en tout cas, l'ont transféré à la CPI. Je vous donne juste simplement un exemple. Si Soro voulait gagner le cœur des militants de Gbagbo, vous savez ce qu'il pourra faire? Je vous donne un exemple. Il suffit tout simplement que Soro aille rendre visite à Gbagbo, comme on le fait chez nous, en Afrique, en tant qu'un grand frère, donc, et qui s'agenouille devant lui, et faire un coup de pub, de communication, lui demander pardon. Je vous assure qu'à son retour, les militants de Gbagbo seront derrière lui. Automatique. C'est impossible ça? Automatique. C'est une chose très facile et très simple. Là, ce serait un peu de l'hypocrisie, mais à condition que Gbagbo accepte de le recevoir. Vous savez quoi? C'est-à-dire qu'en politique, c'est toujours comme ça. Gbagbo aussi aura besoin peut-être de Soro demain. Tout comme... Oui, c'est pour donc la en politique, tout est possible. En politique, hier, ennemi, aujourd'hui, ami. C'est pourquoi en politique, on ne parle pas d'ennemi politique, on parle d'adversaire. Parce que celui avec qui j'ai peut-être des opinions opposées aujourd'hui, demain on pourrait s'entendre sur d'autres points. C'est pourquoi au Togo par exemple, lorsqu'on nous a fait croire que être opposé à quelqu'un, c'est être son ennemi juré, son ennemi de sang, donc c'était une erreur. Il faut comprendre aujourd'hui que si vous êtes d'un bord et que je suis de l'autre opposé à vous, nous sommes des adversaires et nous allons nous comprendre toujours d'un jour à l'autre sur certains points. On risque de se joindre aussi d'un jour à l'autre pour certaines stratégies qui pourraient nous profiter à tous et pour l'intérêt général. Donc c'est cette politique-là qui est bien, qui doit être apprise en Afrique et qui doit être faite. Ah d'accord. Oui, mais je vais vous faire écouter tout à l'heure le son de monsieur ou du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara par rapport au cas Gbagbo, notamment la libération et ses ambitions pour 2020. Laurent Gbagbo acquitté par la Cour pénale internationale. Quand vous avez appris cette nouvelle, comment avez-vous réagi? Aucune réaction de ma part. C'est un procès qui continue. Sur le fond, il y a eu plus de 3000 morts pendant la crise post-électorale. Exactement. Quelqu'un doit être bien responsable de ces 3000 morts. Justement, comment... J'espère que la justice aura la lumière sur cela. C'est ce que les victimes demandent. Vous savez, j'ai fait toute ma carrière à l'international. La Cour pénale internationale est une structure internationale. Je n'ai pas d'avis. Ils ont donné une décision en première instance, je signale, et maintenant il y aura sans doute appel au niveau du procureur et attendons de voir comment les choses vont se terminer. Ce que beaucoup disent dans le FPI, c'est qu'en fait la Cour pénale internationale a été instrumentalisée par la Côte d'Ivoire. Eh bien dis donc, nous sommes vraiment puissants. Mais vous savez, interférer avec la justice internationale ou nationale, c'est pas comme ça que je gère mon pays. Est-ce que de fait il n'y a pas eu des liens très forts entre le premier procureur de la CPI, Moreno Ocampo, Nicolas Sarkozy et vous-même, et que cela aboutit à l'inculpation de Laurent Gbagbo et qu'aujourd'hui, il y a des juges qui disent finalement le dossier est difficile à prouver? Je le connaissais pratiquement pas. Je l'ai eu au téléphone 1 ou 2 fois. Moreno Ocampo. Moreno Ocampo, je me suis même fâché une fois avec lui. Donc, vous savez, laissons la justice faire son travail. Ce serait plus simple. Et pensons à ces 3000 morts, ces 3000 Ivoiriens qui ont quand même été massacrés. Mais nous continuons nos enquêtes pour voir quels sont ceux qui sont responsables de ces crimes.
légitime. Moi, j'ai été élu en 2015 à 83% dans des élections transparentes et démocratiques. Donc, il reste très peu de gens qui ne soient pas satisfaits de ma politique. 2020, vous y pensez, Monsieur le Président? Bien sûr que j'y pense, il s'agit de l'avenir de mon pays. On a fait de bonnes élections en 2015, après les problèmes que nous avons vécus en 2010. Je souhaite que 2020 se passe comme en 2015. Alors, donc 2015, vous étiez candidat? Bien sûr. Vous avez gagné dès le premier tour? 83%. Est-ce que vous serez candidat en 2020? Mais on verra en 2020. Je répondrai à cette question. C'est très clair, je peux me représenter si je le souhaite. C'est une toute nouvelle constitution. Et tous les avis juridiques que j'ai consultés me confirment que si je veux être candidat en 2020, je peux l'être. Voilà, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara répondant donc aux questions de notre confrère Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale à Addis Abeba. Alors, il disait tout à l'heure sur le fond, aucune réaction par rapport à l'acquittement et à la libération de Laurent Gbagbo, mais pour lui, 3000 morts, quelqu'un doit en être l'auteur. L'auteur est toujours recherché en Côte d'Ivoire. Mais je suis un peu scandalisé par la réaction du président Ado. D'abord, ce n'est pas une affaire personnelle entre lui et Gbagbo. Ça ne doit pas être une affaire personnelle. Bien, c'est une affaire d'État. Et il y a eu des morts. Et ça a été bien fait d'ailleurs qu'une justice internationale se saisisse de l'affaire et qu'il y ait clarté sur la situation. La justice a reconnu Gbagbo innocent. Du moins avec tous les témoins qui sont passés à la barre, des centaines, donc du côté de l'accusation, vous voyez, 182. Donc contre Gbagbo seul. Mais et en fin de compte, une justice internationale conclut que ce monsieur doit être libéré. Même si c'est sous condition, cela veut dire que sa culpabilité est en train d'être mise en doute profondément. Aujourd'hui, si le président dit qu'il n'a aucune réaction à cela, il devrait normalement avoir des réactions à cela. Pourquoi? Mais il n'est pas obligé. Il est obligé. Pourquoi? Parce qu'il est un chef d'État, il représente les militants de Gbagbo également, et il est le président de tout le monde. Donc on libère Gbagbo sous condition, et normalement il devrait dire c'est une bonne chose. Si aujourd'hui la justice reconnaît que Gbagbo est innocent dans cette affaire, alors nous pouvons que louer la justice. Mais il a plutôt dit qu'il y aura sans doute appel du procureur de la République, de la CPI. C'est en cela, je sais que je dis que il en fait une affaire personnelle parce que la libération et l'appel, tout cela, quand il demande que quelqu'un, il faudra que quelqu'un paie pour ça, ben, il ne peut pas dire qu'il en est complètement innocent aussi. Parce que les gens qui sont morts, il y a des gens qui étaient les militaires de la force régulière, qui étaient de son côté avec les Français, et qui aussi ont tué des gens. Donc, en tout cas, c'est deux camps qui se sont affrontés. Donc, s'il faut parler sur la base de crimes contre l'humanité, c'est les deux qui devraient être épinglés. Mais donc, aujourd'hui, si quelqu'un doit payer, comprenons qu'il y a deux aspects de cette affaire. Il y a l'aspect civil. Ce que les civils cherchent, c'est une réparation des torts. Des gens sont morts, des gens sont blessés, des gens sont amputés, ils sont devenus invalides. Donc, il va falloir que ces torts soient réparés. Donc, ça, c'est un. Le côté pénal, c'est ça qui peut être politisé, c'est-à-dire pénal, lorsque l'individu est reconnu coupable, donc il faudrait qu'il aille en prison. Donc l'aller en prison de Gbagbo risque d'être positif pour un camp qu'il menace sur la scène politique. Donc c'est ce qu'il faut comprendre dans la situation. Ah oui, mais il compte vivement sur le cabinet du procureur pour pouvoir, de madame le procureur, pour véritablement interjeter appel par rapport à la décision prise ou l'acquittement au niveau de première instance donc de ce tribunal. Mais il a nié catégoriquement avoir eu des liens entre lui et Moreno Ocampo, mais il y a des photos qui ont circulé dans le temps qui le démontraient. Il a reçu bien sûr Monsieur Ocampo, mais finalement il dit que c'est 2 fois seulement il a eu au téléphone et il a d'ailleurs même chauffé. Ouais, je pense qu'il n'a pas nié l'avoir rencontré, mais il a dit qu'ils se sont rencontrés au téléphone.
il y a des preuves contraires. C'est autre chose que la rencontre physique. Oui, il y a des preuves contraires à ce qu'il est en train de dire. Cela signifie que quoi? Il ne peut pas, vous voulez qu'il dise quoi? Il ne peut pas dire aujourd'hui qu'effectivement, qu'il a influencé la justice internationale, a épinglé Gbagbo pour sa faveur. Mais on attend de voir ce que ça va donner par la suite. Mais, parlant bien sûr des élections dans ce pays, puisque c'est ce qui fait tâche d'huile maintenant en Afrique, modifier les constitutions pour pouvoir se représenter ad vitam, indéfiniment. Alors maintenant, il dit avoir obtenu 83% en 2015 et maintenant il peut se représenter en 2020 selon la constitution nouvelle. Ouais, selon cette constitution, vous savez, moi j'ai toujours dit que les présidents africains feront toujours ces genres de manœuvres pour se représenter à chaque occasion. Si on veut compter sur la Constitution pour leur empêcher de revenir à la candidature, ce sera difficile. Donc il faut une autre stratégie aux urnes. La stratégie doit se trouver aux urnes. Et cette stratégie, je pense qu'elle vient pour le Togo aussi très bientôt. Donc, et là, sur le plan juridique, il est en bon droit de se représenter. Mais politiquement et moralement, il est je dirais que il est à gauche parce que c'est lui-même qui avait dit qu'il n'allait pas se représenter pour un troisième mandat ou quelque chose. Il avait dit au cours d'un congrès. Il avait même appelé ses pairs en disant il faudrait donner la chance à la jeune génération et même à l'opposition de pouvoir accéder aussi à la magistrature suprême. C'est ce qui est grave parce que il faut pas faire des promesses qu'on n'est pas sûr de tenir. En tant qu'un dirigeant, lorsque vous dites quelque chose, quel que soit comment les circonstances changeront, votre parole ne doit pas changer. Oui, finalement, Monsieur Bavon, est-ce que nous pouvons nous résumer en disant que c'est l'entourage des chefs d'État qui parfois leur impose ces changements brusques par rapport aux promesses tenues? Non, c'est pas forcément l'entourage des l'entourage, oui, mais c'est pas forcément la cause principale. La cause principale, c'est le vin doux du pouvoir. Lorsque c'est le plaisir, l'illusion que donne le pouvoir. La jouissance du pouvoir. Voilà. Lorsque les individus viennent au pouvoir, vous savez, il y a un vice dans tous les êtres humains. C'est un vice de se sentir supérieur aux autres, de se sentir libre des règles générales, de se sentir autoritaire. C'est-à-dire que celui qui a la dernière décision, le dernier mot dans sa main. Ce vice-là est dans tout le monde. C'est en moi, c'est en vous aussi. Donc, lorsqu'on arrive au pouvoir, ce vice maintenant se manifeste à son paroxysme et vous voyez que l'individu a plus de volonté de rester là-bas parce que il se sent à l'abri des autres ou des attaques des autres par le pouvoir. Il est sûr que si son proche est emprisonné aujourd'hui, il peut donner l'ordre, il sera libéré. Donc, cette illusion-là fait que les individus... Mais ce sont des prérogatives en quelque sorte. Voilà, c'est à cause de ces prérogatives-là que... C'est ça qu'on appelle le goût, le vin du pouvoir. Ça fait que les individus n'arrivent plus à lâcher parce que après le pouvoir, vous rentrez dans la vie civile ou bien vous retournez à vos activités. Oui, mais quand même, on ne démérite pas. On ne démérite pas, mais le problème... On peut être utile à d'autres fins. Tout à fait. Mais ce ne sera plus avec les prérogatives de puissance publique. Vous n'allez plus fonctionner en tant que puissance publique. C'est ça qui fait peur à certaines personnes. Or, si vous avez déjà appris dans la vie à vivre en harmonie avec les gens, à ne pas chercher à dominer quelqu'un. Lorsque vous serez au pouvoir, vous serez toujours comme vous l'avez été avant de venir au pouvoir. C'est la raison pour laquelle les gens au pouvoir, quand ils ont l'opportunité, même s'ils n'en ont pas, ils créent l'opportunité pour se représenter à chaque occasion et pour garder toujours le pouvoir. Oui, mais dès lors que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara va quand même annoncer sa candidature pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire, est-ce que le président togolais, dès lors qu'il va modifier aussi ou réformer la constitution, lui aussi ne serait pas dans la même logique que lui? D'ailleurs, le chef de l'État lui a rendu visite hier pour une amitié, une rencontre d'amitié et de travail.
Votre question est de savoir si le président Faure va se représenter. Oui. Et si Alassane le fait, lui aussi, il ne serait pas tenté. S'il va le faire, oui. S'il ne sera pas tenté, oui. C'est pas qu'il est tenté, il est déjà candidat. Faure est déjà candidat? Mais oui, nous avons eu les infos la dernière fois. Unir a quand même le secrétaire exécutif. Mais justement, donc on n'a pas besoin que lui-même il dise qu'il est candidat. Donc dans l'hiérarchie, d'abord, dans l'hiérarchie du parti, oui. Il est impossible, d'ailleurs grave pour un individu dans l'exécutif du parti de se lever et d'annoncer quelque chose que l'hiérarchie ne lui a pas permis. Donc s'il y a eu ce communiqué à Blita, cela veut dire que vous avez M. Faure Gnassingbé en 2020 comme candidat. Ah bon? Ce n'est plus si, c'est quand? Ce n'est plus si. Non. Là, il n'y a plus de doute. Non, il n'y a plus de doute. Ah, alors, si tel est le cas, l'opposition pour le moment se cherche encore. La preuve, ils ont annoncé un conclave. Le conclave n'est pas encore organisé. Le cas se dit non, je ne me présente pas, je ne prends pas à je ne prends pas part à ce conclave. Et très rapidement, le conclave a été repoussé de quelques jours. Une rencontre a eu lieu hier, mais selon nos informations, rien de probant n'est sorti de cette réunion pour le moment. Alors, pourquoi avons-nous l'impression que l'opposition n'arrive pas à donner des résultats concrets et probants? Bien, merci pour cette question. Elle est fondamentale pour notre rencontre de ce matin. Je vous dirai clairement que, avant de répondre à cette question, il est important que nous informions les Togolais sur certaines choses. Nos parents nous ont envoyés à l'école que eux-mêmes ils n'ont pas pu atteindre à cause des moyens ou de manque de moyens. Ils nous ont envoyés à l'école afin que nous puissions les éclairer sur certaines choses. C'est pourquoi nous avons cette obligation d'information à l'égard de notre peuple. Je tiens à dire au nom du phare que les élections à venir, les élections de 2020, ce n'est pas un match entre deux équipes et pour voir quelle équipe gagnera. Ce n'est pas un match ou bien ce n'est pas un combat entre deux personnes de boxe pour voir celui qui sera le champion. Les élections à venir concernent la vie que tous les Togolais auront à vivre à partir de 2020. Si nous laissons ces élections passer, si nous laissons des gens nous rouler en farine, avec leur manque de stratégie, avec leur cafouillage, imbroglio à chaque niveau, sur tous les plans et toutes les mesures, on s'attend à des choses concrètes, on n'en trouve jamais, il n'y a que de polémique sur polémique. Si nous continuons dans cette démarche et que nous ratons encore 2020, attendez-vous encore à 50 ans du règne de l'UNIR ou du RPT. Parce que le RPT n'existe plus, mais de UNIR. De UNIR, parce que, voilà, des gens disent à juste titre que le RPT UNIR, pourquoi? Parce que c'est les mêmes éléments du RPT qui sont toujours dans l'UNIR. Mais ils vous diront quand même, au niveau de l'administration territoriale, il n'y a aucun parti enregistré sous le nom de RPT UNIR. Ça c'est politique. Vous voyez? Donc, il faudrait que nous, les Togolais, qu'on se réveille maintenant, quoi. Qu'on sache que ce n'est pas un match qui se joue entre le CAR et UNIR, ou ANC et UNIR, ou C14 et UNIR. Ce n'est pas un match comme ça, les élections à venir là. C'est votre vie, c'est ma vie. C'est la vie de nos enfants, du nord jusqu'au sud. C'est le destin de chaque individu dans ce pays qui va se jouer en 2020. Nous n'allons plus laisser qui que ce soit nous faire suivre le vent de l'illusion et en fin de compte, battre les paupières au lendemain des élections, dire qu'on nous a volé parce que vous-même vous n'étiez pas organisé, parce que vous-même vous n'aviez pas de stratégie. Mais c'est la vie de vous et moi qui sera jouée en 2020. On ne peut plus suivre des gens dans ce cafouillage. Il faudrait qu'il y ait opposition, qui n'est pas opposition. Il faudrait que chacun comprenne la réalité de ce qui nous attend. Et il va falloir que nous soyons très pragmatiques et réalistes. Qui
pouvons nous suivre pour être sûrs de la réussite? Oui, justement. Qui n'allons-nous pas suivre parce que ça a donné toujours des échecs? Il va falloir maintenant qu'on sorte de ce filet-là. Oui, alors justement, à vous écouter, tout porte à croire comme si la C14 n'inspire plus tellement confiance. Pourquoi vous appelez C14? Chaque jour, nous continuons toujours par appeler C14. Non, soyons sérieux. La C14, entre-temps, il y a certaines personnes qui ont commencé par sortir de la C14. À travers des déclarations. À travers des déclarations. Déjà, quand il y a déclaration, vous savez ce que ça signifie. Mais formellement, ils ne sont pas encore sortis. Non, mais écoute, quand il y a une déclaration de scission ou bien de schisme, cela sous-entend immédiatement que le cœur de cette personne n'est plus dans la chose. Et la C14, ses dirigeants ont si bien fait. Très tôt, après les législatives, ont décidé de transmuer la coalition en un grand mouvement citoyen de libération nationale. On attend toujours ce mouvement qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore vu le jour. Vous voyez, on ne peut pas continuer dans cela. Quand vous évoquez toujours la C14, c'est nous retourner en arrière. C'est une erreur. Parce que les dirigeants de la C14 même ont dit que ce ne sera plus la C14, que ce sera un nouveau mouvement, grand mouvement. Alors, mais là, aujourd'hui, il va falloir que nous, on comprenne que la C14 n'existe plus, selon leur communiqué. Donc, c'est dans cette logique que nous ils nourrissent l'ambition d'aller à ce mouvement national, mais pour le moment, ce n'est pas encore acté. Alors, si ce n'est pas encore acté, attendons que ce soit acté. Ne retournons pas en arrière. C'est comme s'ils ont déjà enterré la C14 et nous allons faire l'exhumation. Alors, que pensez-vous de la création du cas qui exige la restructuration, donc la réorganisation même de ce regroupement avant de penser à aller à un quelconque grand mouvement national? Je pense que c'est une bonne stratégie. S'ils arrivent à le faire, c'est bien. Mais la vérité, c'est que s'il faut gagner en 2020, il faut vraiment un travail très profond. Un travail de sérieux. Un travail d'ordre. Un travail dépouillé de l'ego et de l'intérêt de soi, de la promotion du soi. C'est un travail très profond et large à faire, entre tous les acteurs politiques de l'opposition et le peuple d'abord. Et nous n'avons pas le temps. Mais à voir ce qui se fait, les tâtonnements, les tergiversions par-ci, par-là. Il faut savoir qu'on n'a même pas encore commencé. Si le cas propose des stratégies, je pense que c'est bien. Mais je reviens toujours sur ce point. Nous, par exemple, au phare, nous sommes très réalistes dans la situation. Nous savons que ce qui va arriver demain, en 2020, là, ces élections, ce n'est pas une victoire pour un monsieur X ou monsieur Y. Ce ne sera ni une victoire pour un certain parti X ou un certain parti Y. Comme ça, de gauche tout comme de droite. Comme de droite. Les élections de 2020, c'est le salut de tout le monde, de Dapaon jusqu'à Nero. C'est comme ça. C'est le salut de tout le monde qui est en train d'être joué. C'est le salut du Togo. C'est notre avenir, sa préservation qui est en train d'être joué. Nous ne voulons pas nous mélanger à ces polémiques et à ces fables de chaque jour. Aujourd'hui, il y a ceci, ceux-ci ne sont pas d'accord, ceux-ci sont d'accord, et on propose ceci, ceux-ci disent non, on n'est pas d'accord. Tout ça, d'accord ou pas d'accord, il faudrait que les Togolais sachent maintenant que on n'est pas dans ce jeu pour supporter un être humain ou un parti. On est dans ce jeu pour supporter le Togo, la nation togolaise, pour que tous les Togolais puissent retrouver après les élections 2020 une nouvelle couleur de lumière, une nouvelle phase de vie. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure que si unir le parti au pouvoir gagne encore en 2020, ça voudrait dire que c'est parti pour un nouveau 50 ans de règne du parti au pouvoir. Vous voulez que je démontre ça? Alors, comment est-ce que l'opposition peut s'organiser pour réellement gagner cette élection en 2020? Monsieur Joachim, il ne m'appartient pas de donner des leçons à des doyens comme ceux-là. Vous savez, ce serait un peu audacieux de ma part de vouloir leur donner des idées. Moi, je ne suis que porte-parole d'un mouvement politique et je ne peux que parler au nom de ce mouvement. De ce mouvement, bien sûr. Vous comprenez que là où nous sommes, donc je vous parlerai
de la préparation que le phare est en train de faire. On se prépare d'abord par la sensibilisation à faire comprendre au peuple togolais. La première stratégie, elle est la suivante. Nous suivons cette stratégie de sortie de l'ornière. Ça veut dire quoi? Pendant 28-29 ans que nous avons commencé la lutte pour le changement au Togo, on a constaté que nous sommes dans l'opposition, nous allons d'échec en échec, et après le dialogue de la dernière fois, avec tout le sacrifice que le peuple togolais a eu à payer, le tribut a été lourd, des pertes de vies humaines, des blessés, des emprisonnés. Avec tout cela, nous sommes revenus avec rien du tout. C'est-à-dire que nos représentants au Parlement aujourd'hui ont perdu leur siège. Le chef de file a perdu sa position. Donc finalement, on n'a rien gagné. Vous comprenez? Les réformes ne sont pas encore faites. Les réformes n'ont pas été faites. Donc à chaque représentant la CENI, non. Donc à chaque sortie, on comprend que ceux que nous appelons des dictateurs, ils reviennent encore plus forts. À chaque sortie, à chaque tentative, ils reviennent encore plus forts. Donc il va falloir comprendre premièrement que cela veut dire que la démarche que nous prenons ou que nous adoptons, elle est fausse. Elle est fausse. La démarche est fausse. La démarche, elle est fausse. En ce sens que... Fausse ou bien erronée? Non, mais elle est fausse. Ce qui est erreur, c'est ce qui est faux. C'est-à-dire qu'elle est fausse, elle est fausse. Il faut accepter la réalité. Elle est fausse. C'est pas moi qui juge ça. C'est les résultats qui nous montrent que nous sommes dans l'erreur. Donc, si la démarche, elle est fausse, est-ce qu'il y aura cette susceptibilité, disons, cette possibilité d'aller alors à cette alternance? Bien sûr, si nous corrigeons la démarche, parce que, en quoi est-ce que cette démarche est fausse? Je vous dirais que nous avons eu sincèrement tort. Ça veut dire que nous avons été sincères dans notre lutte contre le pouvoir. Nous avons été sincères. Nous avons été sincères en ce sens que nous voulons le changement, ce qui est normal. Mais la démarche a été fausse en ce sens que, premièrement, nous n'avons pas voulu savoir, sur le plan politique, est-ce qu'il n'y a pas autre moyen pour renverser ce pouvoir en dehors de la confrontation dans la rue? Mais de manière légale. De manière légale ou de manière diplomatique, de manière politique, il n'y a pas d'autre moyen. Moi, j'ai vu qu'on s'était marié seulement à une seule démarche qui est la confrontation, la manifestation, les slogans de rue. Donc, et là, il va falloir qu'on fasse profil bas pour revoir cette démarche et savoir quoi faire. Alors, est-ce que l'opposition doit s'inscrire aujourd'hui dans la démarche d'avoir un oiseau rare en son sein pour être candidat et affronter ou bien faire face donc aux candidats du parti au pouvoir, ou bien ils doivent s'organiser et aller encore en rang dispersé afin de pouvoir gagner dans cette option-là? Mais vous ne répondez pas pour le moment. Nous marquons la pause. Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité. Ce matin, nous recevons pour vous Pasteur Johannes Bavon. Il est le secrétaire général du Front des architectes de la République, un mouvement politique. Alors, Pasteur Bavon, face à la situation, cette imbroglio, cette incompréhension, cet amalgame, on dirait au niveau de l'opposition, est-ce que l'alternance pourrait être possible en 2020? L'alternance est largement possible, profondément possible, à condition que le peuple fasse ce que je pourrais donner comme une proposition maintenant. La première chose, c'est de comprendre que l'opposition a échoué pendant toutes ces années parce que l'opposition n'était pas dans le temps de l'alternance. Il y avait des prophéties qui ont parlé du Togo, comment un dictateur serait là après son fils, etc. Donc vous allez voir que le moment où l'opposition a commencé par confronter le pouvoir en place, c'était pas le temps pour l'alternance. Et cette prophétie, moi je la respecte beaucoup. Parce que je ne suis pas prophète, mais j'ai quand même une certaine illumination qui me permet de me guider. Et je sonde les choses pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Je respecte beaucoup cette prophétie parce qu'elle est une prophétie efficace, très détaillée, avec des éléments irrévocables. Donc le temps maintenant est arrivé.
Et la démarche à adopter, ce n'est plus une démarche politicienne. C'est une démarche d'intelligence supérieure. Il faut investir dans la chose, la lumière surnaturelle. Il faut investir l'éclaircissement des réalités ou bien des prophètes, des personnes qui voient dans le noir pour guider. Là où nous sommes arrivés, je dirais au peuple togolais, nous devons sortir du soutien aveugle des personnes, d'un parti, parce que cela vient de chez nous. J'ai dit et je répète encore que la réussite de 2020 ne sera pas pour un parti, ni pour une personne. C'est obligatoire, c'est vital pour les Togolais. On doit réussir en 2020. Alors, dans cette logique-là, nous n'avons pas du tout le droit de nous aveugler par des bonnes paroles de certaines personnes ou bien dans l'histoire. Il y a l'émotion historique qui joue. Nous avons été dedans, ça fait longtemps. C'est ceux-ci qu'on a suivis, ça fait longtemps. Savez-vous quoi? Ce que vous demandez à Dieu, si ça ne vient pas du nord, ça viendra du sud. Ça ne vient pas de l'est, ça viendra de l'ouest. Ce n'est pas forcément du sud que ça va venir ou bien du nord que ça va venir. Ne regardez pas dans une seule direction. C'est pourquoi quand on lève les yeux, on regarde vers le ciel afin que toutes les directions soient possibles pour nous. Nous demandons à Dieu de nous aider pour la libération de ce pays. Alors ouvrons les yeux, ne soyons pas liés à l'historique avec un groupe, une formation politique ou une personne. Soyons maintenant l'esprit ouvert, ayons l'esprit ouvert et attendons voir ce que la direction nous donnera. Je vous dis aujourd'hui que la démarche appropriée, c'est que le peuple togolais doit être prêt à supporter toute personne qui sera suscitée du milieu de nous, que ce soit dans les formations politiques ou que ce soit du milieu des journalistes ou n'importe quel citoyen, parce que je vous dis que autrement dit, il ne faudrait pas que le peuple s'attende à ce que l'oiseau rat puisse forcément sortir des partis politiques. Les partis traditionnels, c'est pas forcément eux qui détiennent la date de salut. Je vous dis que ça peut venir de n'importe qui. Pourquoi? Parce que l'heure est venue. Je vous le dis et je vous le répète, la fin de ce régime est sonnée depuis le ciel. Moi, je l'ai entendu avant de voir ces prophéties-là qui ont suivi après. Il a dit, Mene, teke lufasen. Thou hast been weighed in a balance and thou art found wanting. Wherefore, the God of heaven has taken out of your hand the kingdom and has given it to your neighbor. Il a pesé ton royaume sur la balance et il y a mis fin. Il a donné à ton voisin. Maintenant, voici ce qu'il faut comprendre. En cela, c'est sûr qu'un prophète, ou moi je ne suis pas prophète, mais qu'un prophète vient me démontrer le contraire de ce que je dis. C'est la fin de ce régime. Mais il y a deux choses à comprendre. La fin de ce régime ne veut pas dire la fin de la vie de ceux qui sont dans ce régime. Oui, justement, c'est la question que je voudrais vous poser. Est-ce que forcément, quand vous parlez de la fin de ce régime, on doit le comprendre négativement, comme si ce sera la fin de ceux-là qui sont au pouvoir sur la terre de nos aïeux? C'est l'erreur que nous avions commise depuis le commencement. La fin d'un régime, si Dieu met fin à ce régime, Dieu ne peut pas mettre fin à la vie des gens. Ah voilà. Parce que, Fort Gnassingbé, tous ceux qui sont dans ce gouvernement-là aujourd'hui, je suis d'accord qu'ils aient commis des exactions, qu'ils aient blessé le peuple. Nous sommes parfaitement d'accord, nous sommes témoins. Le peuple est blessé. Mais la réalité, c'est que, revenons un peu à nous-mêmes. Ces gens ont hérité tout simplement d'un système qui était mis en place. La même prophétie que nous évoquons aujourd'hui, c'est cette même prophétie qui nous avait prophétisé la venue d'un dictateur. Donc le dictateur ne s'est pas imposé lui-même. Le dictateur a été amené par cette prophétie. Donc ici maintenant dans une dictature, nous savons ce que c'est les principes de la dictature. Donc et que nous avons subi cela, rappelez-vous qu'il y a des gens même au milieu de la dictature, à cause de la calmie que la dictature avait donnée, des gens, nous avions dansé, nous avions chanté pour la dictature. Ok, très bien, parce que nous étions tous dans l'ignorance. Aujourd'hui, si nous avons les yeux ouverts à cause de la démocratie et que nous savons que les choses doivent aller d'une certaine manière, ceux qui, dans leur ignorance, ont abusé de nous, nous ne devons pas être trop exigeants contre eux et demander forcément leur sang et leur tête. Ou bien vouloir rendre coup pour coup. Ces gens quitteront le pouvoir. Moi, je vous le dis,
je suis un métaphysicien, j'ai fait la métaphysique, j'ai fait la théologie, je maîtrise le domaine de l'esprit. On ne me trompe pas. Ils quitteront le pouvoir, mais ils ne quitteront pas le pouvoir pour devenir objet de guillotine, objet de chasse aux sorcières ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça dans le plan. C'est ça là où nous avions eu tort. On avait sincèrement tort. Parce qu'on croyait que s'il doit y avoir changement, il doit y avoir vengeance. Donc, or, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, si le Togolais doit réussir dans les élections à venir, il va falloir qu'on se dépouille de cette mentalité de confrontation pour arriver à prendre les autres comme une proie et à les déchirer. La deuxième chose à faire, c'est que maintenant, la personne qui va nous sauver sera suscitée par Dieu lui-même. Parce que lorsque nous l'entendrons, nous serons convaincus dans nos cœurs que celui-là, il pourra faire quelque chose. Pourquoi? Le Moïse qui a sauvé le peuple c'est toujours comme ça. Regardez le cas d'Emmanuel Macron. Oui. Macron n'était pas un grand fondateur de parti. Il avait qu'un petit mouvement. Et nous-mêmes, on ne s'attendait pas à ce qu'un jeune comme ça sorte avec quelque chose de sérieux. Mais dès qu'il a commencé par parler, la solution au problème sortait de sa bouche et tout le monde a commencé par se rallier. Oui, donc, même s'il est confronté aujourd'hui à des difficultés internes. Non, très quand même, nous sommes en train de parler dans une logique. Oui. Comment il est venu, la façon dont il est venu, c'est cela que je donne comme exemple au peuple togolais. Donc, il a été un ministre ordinaire, un ministre de l'économie, ou bien même dans le parti, il y avait des plus gros poids. Mais celui-là a été suscité. Donc c'est ce que je suis en train de dire au peuple togolais aujourd'hui, que nous ne soyons pas liés par les partis traditionnels et par leurs querelles politiciennes entre eux-mêmes. Nous ne devons pas rater 2020. Mais pasteur, si l'opposition à un moment donné, peut-être ils réussissent maintenant à se mettre ensemble, ou peut-être il y a une scission au sein du groupe et qui vous présente des candidats, plusieurs candidats. Oui, le candidat, je dis, le candidat, j'ai dit tout à l'heure. Tout ce que nous connaissons déjà. J'ai compris. Je dis, le candidat peut venir du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Lorsque Dieu veut nous sauver, il envoie dans tous les sens. Pas forcément d'où nous regardons. Si le candidat vient de l'ANC aujourd'hui, il peut ne pas être M. Fabre. Il peut être toute une autre personne. Mais nous ne devons pas le minimiser parce que c'est M. Fabre que nous connaissons. Il peut, dans le cas, il peut ne pas être M. Agboibo. Il peut être un jeune du CAR. Mais nous n'allons pas le minimiser parce que c'est M. Agboibo que nous connaissons. C'est ce que je suis en train de dire au peuple togolais, d'avoir l'esprit ouvert et de pouvoir écouter à l'intérieur de l'esprit. Parce que toute personne qui sera devant cette lutte pour nous donner la victoire ne sera pas telle que nous l'espérons. Il pourra être n'importe qui, de très simple et de très fragile, mais ce sera de lui. Alors je vais conclure en disant que ce candidat-là, très important, le peuple togolais doit chercher en ce candidat pas quelqu'un qui va aux élections et avec un but double, un but bifurque. Parce que les politiciens vont aux élections et disent, au cas où on ne réussissait pas, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc on négocie en même temps l'échec dans la course pour la victoire. Cette personne ne sera pas comme ça. Nous devons chercher maintenant un candidat. En tout cas, c'est le candidat là que le phare va soutenir. Un candidat qui va pour réussir, rien que pour réussir. Et on l'objectif premier, c'est d'aller gagner ces élections. Il n'y a pas de deuxième. Il n'y a que cet objectif-là. On gagne ou on ne gagne pas. C'est une question de vie ou de mort. Je vous le dis, 2020, c'est vital pour les Togolais et nous n'allons pas jouer du tout avec notre destin à cause des beaux yeux de quelqu'un. 22 21 80 99 92 02 80 63 pour être en direct avec nous. Donc la ligne GSM ne marche pas aujourd'hui. C'est seulement le 80. Quelques soucis techniques, madame, messieurs. Nous allons donc recevoir les coups de fil rien que sur le 90 13 80 14. Je dis bien 90 13 80 14 et vous êtes en direct sur votre radio Victoire FM pour poser vos questions à notre invité. Donc nos numéros traditionnels pour le moment ne travaillent pas ce matin. Alors 90 13 80
14 et vous êtes en direct sur Victoire FM pour vos questions. Alors, donc je disais que ce monsieur ne doit pas poursuivre deux buts. Il ne doit pas chercher au même moment à aller aux élections, mais au même moment... Qui doit le lui dire? Non mais quand vous avez une vocation... choix. Quand vous avez une vocation pour quelque chose, quand vous avez une vocation, c'est la vocation qui vous utilise. Vous avez envie de gagner seulement. On ne veut pas perdre. Et quelqu'un qui représente le peuple en 2020 ne doit pas avoir une double pensée. Et il doit y aller. Si je meurs, je meurs. Fourchu? Pas du tout. Si je meurs, je meurs. Si je vis, je vis. C'est comme ça. 90, 13, 80, 14. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est monsieur Yaoui. D'accord, monsieur Yaoui, votre question au pasteur. Oui, notre opposition a fait ce qu'il peut faire. Et je suis un peu très embêté quand les nouveaux partis qui viennent, qui leur disaient très les anciens comme nous. Ça, je ne suis pas d'accord. Nous sommes en face d'un parti pouvoir, qui n'est même pas un parti pouvoir, mais un arrivé au tout. Tout ce que le pouvoir fait pour réussir, il passe par tous les moyens pour détruire ça. Sur le plan légal, il a cette idée, et c'est encore le pouvoir qui est responsable de ça. C'est le parti pouvoir qui utilise tous les moyens. Je vous rappelle en 98. En 98, moi j'étais. Oui. Oui, c'est vrai. Maintenant, nous sommes en train de parler du présent et de l'avenir. Alors, monsieur Yaovi, donc votre question, il ne faut pas accuser l'opposition d'avoir échoué. C'est ça? D'accord, merci. Très bien noté. Très bien noté pour vous. D'accord. Très bien noté pour vous. Alors, nous allons accueillir notre intervenant sur le 90 13 80 14 ou bien le 92 57 66 31. 92 57 66 31. 92 57 66 31 et vous êtes en direct avec nous ou bien le 90 13 80 14. Et nous allons accueillir le deuxième intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Allô? Alors là, il est reparti. Nous allons... oui, comme l'auditeur l'a dit, l'opposition, il ne faudrait pas du tout le blâmer ou bien jeter l'anathème sur elle. Écoutez, lorsque quelqu'un parle... Mais avant de répondre, les auditeurs sont rois pour le moment. Allô? Il est là? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami, c'est monsieur? C'est monsieur Luc. Luc? Oui, j'appelle d'Agbélouvé. Ok, nous vous écoutons depuis Arrêté. Agbélouvé, oui, ok. Oui, merci pour la réponse donnée par le référent pasteur. Mais de toute façon, moi, une question à dire. Oui. Mais ces interventions me plaisent. Bon, est-ce qu'il est en contact avec son Est-ce qu'il est en contact avec la sécurité? D'accord. Merci beaucoup. Il va vous répondre dans un instant, cher ami Luc, depuis Agbélouvé, parce que la liaison n'est pas très très claire pour lui. Rasco, bonjour. Bonjour, bien sûr. Oui, la question. Et d'abord, je veux faire remarquer ceci. L'opposition traditionnelle a beaucoup donné. On ne peut pas attribuer l'échec à l'opposition traditionnelle. Et pour le moment, personne ne l'a dit ici. En ce sens que nous avons un pouvoir qui refuse de mettre en jeu les compétitions électorales. Vous vous souvenez, on a fait la coalition dans ce pays. Oui, maintenant, la question, s'il vous plaît, cher ami. Question de temps. Bon, monsieur le pasteur qui dit oiseau rare, oiseau quoi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. S'il vous plaît. Et cette histoire que l'oiseau là, tout ça là, embellit notre problème dans ce pays. Quel que soit celui qui on va prendre, si la série, celui qui va proclamer le résultat, ne proclame pas, qu'est-ce que ce patron peut faire? D'accord, bien. C'est bien, merci monsieur Rasco. Il ne faudrait pas penser à un oiseau rare, mais plutôt composer avec ceux qui sont déjà là et penser aussi aux réformes des CENI, de la CENI. Florent, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Florent. S'il vous plaît, pour poser une question là. Oui, allez-y.
problème du Togo, c'est un problème qu'on doit voir spirituellement avant d'attaquer physiquement. C'est ce que moi je vois. Parce que à chaque moment, on a des gens qui viennent nous parler des choses et après, ça ne tient pas. Et à chaque moment, on nous dit qu'on rêve, parce que ça ne se réalise jamais. Et qu'est-ce qui nous fait croire que maintenant, en 2020, ce régime, on peut le déraciner? C'est ma question. D'accord. Mais il a dit quand même, il faut voir les choses dans la dimension spirituelle. Mais tout de même, la question est posée. Et ce serait fini pour les coups de fil. Maintenant, on entame avec le dernier intervenant. Qu'est-ce qui peut vous faire dire que le régime, comme vous avez dit que le régime est déjà à sa fin, et à sa fin, selon les prophéties, en vous référant donc à la prophétie, alors qu'est-ce qui vous fait croire que le régime sera déraciné en 2020? Bien, le régime, selon le plan, vous savez, avant l'arrivée, l'ascension de Yadema au pouvoir, la prophétie dont je parle maintenant est une prophétie de 1946. Bon, moi, je l'ai rencontré tout dernièrement. Donc, c'est ça qui m'a encore d'ailleurs motivé en me disant que là, nous ne sommes pas dans une lutte vaine, que c'est quelque chose de sérieux. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là où nous sommes, selon le plan des mânes de nos ancêtres, selon le plan de Dieu, ce régime est fini. C'est fini. On n'y peut rien. C'est fini. Mais maintenant, il faudra, à notre niveau, nous qui nous opposons à ce régime, de bien nous organiser. Quand on dit que, celui qui dit tout à l'heure qu'il fallait faire spirituellement, voilà, je pense qu'il a parfaitement raison, parce que on ne peut pas faire la politique sans chercher à voir dans le noir quel chemin prendre. Moi, je l'ai toujours dit depuis un certain moment. C'est pas une question de oiseau rare, c'est pas une question de quelqu'un qui viendra prendre la place de quelqu'un autre. Ce que je dis ce matin, peut-être des gens ne vont pas aimer, c'est ça la vérité. Et la vérité, c'est que nous ne sommes pas dans la lutte pour la victoire de quelqu'un ou la victoire d'un parti, pour la joie d'un parti. Nous sommes... parler plutôt du peuple tout entier. Du peuple tout entier. On a l'impression que quand nous parlons, les gens s'entendent eux-mêmes. Ils ne nous entendent pas. La chose est que si nous sommes dans la logique de c'est mon parti qui va gagner, c'est mon candidat, ma personne que j'aime qui va gagner, nous reviendrons encore avec la douleur de l'échec. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il faut aussi sonder en esprit. Moi, je ne suis pas au niveau où on pourra venir. Et voilà, donc, parce que lui, il trouve que quand même, il faut toujours composer avec l'opposition traditionnelle et aussi aller aux réformes de la Constitution et des autres institutions impliquées dans l'organisation des élections. Vous savez, je vous dis la vérité, honnêtement, est-ce que j'ai dit ici que l'opposition traditionnelle est à accuser? Non. Je n'ai jamais dit ça. Donc c'est pour dire que les gens s'écoutent eux-mêmes. Ils n'écoutent pas celui qui parle devant eux. Le problème ici, c'est que quoi? Quel que soit comment nous aimons l'opposition, cet amour, d'ailleurs, ne nous empêchera pas de voir là où le bas blesse. Mais nous ne pouvons pas continuer à échouer tout le temps parce que nous disons que c'est une bonne opposition, l'opposition n'a pas tort et que c'est le pouvoir qui a tort. Trouvons aujourd'hui la bonne démarche, la bonne stratégie. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais c'est ce que Yaovi, le premier intervenant, a dit que puisque en 98 l'opposition a gagné, on ne l'a pas proclamé et que donc on ne doit pas jeter l'anathème sur elle. Non, on ne jette pas d'anathème sur l'opposition. Tout ce que nous faisons, c'est que quoi? Voilà, nous sommes devant un pouvoir qui ne fait que jouer au chat et à la souris. Un pouvoir qui joue au jacouetu. Un pouvoir qui ne fait que tourner des gens dans la farine. Très bien. Vous connaissez déjà leur nature. Donc vous ne devez pas aller conniver avec eux et vous devez maintenant vous préparer. On doit avoir les stratégies appropriées. Lorsqu'on va aux élections, comment nous devons aller aux élections? Et lorsque les élections seront proclamées, dans quelles conditions elles seront proclamées? Et s'il y a eu fraude, comment est-ce que le pays doit être? C'est des choses à organiser. Et personne qui veut vraiment la réussite ne va dire qu'on ne doit pas en parler. D'ailleurs, le positionnement des représentants dans les bureaux de vote, c'est aussi un travail de fond. C'est tout un travail. Mais est-ce que vous entretenez des relations avec la C14? Mais bien sûr, depuis qu'on avait commencé, d'abord, on a écrit, et à nos propositions, on a écrit. Pendant les dialogues, on a écrit. Notre problème avec la C14, c'est que à chaque fois qu'il y a besoin d'informations, on ne nous revient jamais avec des infos. Voilà. Pasteur Johannes Bavon, vous avez l'ambition d'être candidat en 2020? Oh,
est-ce qu'il y a un homme dans ce pays maintenant qui a le monopole sur sa propre vie? Moi, je ne sais pas si je vivrai demain. Vous parlez de 2020. Donc, tout est dans les mains de Dieu. C'est ça. Merci, pasteur, d'être venu chez nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci. Madame, monsieur, vous tous qui nous avez reçus chez vous, toutes nos excuses par rapport à nos 2 lignes téléphoniques. Tout sera mis en ordre très bientôt. Alors, Messan Haïté, merci pour l'accompagnement technique. Jacob Ahamen et Sina Kogo vous retrouve pour